Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire proposé par le réseau Plasma Froid qu'on remercie grandement avec Anna de nous donner l'occasion de présenter nos travaux sur l'ablation en laser en liquide et la synthèse de nanomatériaux. Alors, il y aura deux temps dans ce webinaire. Dans un premier temps, je vais vous présenter un peu les grands principes de la méthode de génération de matériaux, de nanomatériaux par ablation laser en milieu liquide, et je vais surtout m'attacher à vous présenter les techniques de caractérisation qu'on a mis en œuvre pour un peu comprendre les différentes conditions thermodynamiques et les différents processus qui suivaient la génération d'un plasma par ablation laser confiné dans un environnement liquide. Et dans une deuxième partie, on va faire un focus sur une question qui s'est posée, notamment sur la stabilité colloïdale des particules produites, qui sont un peu particulières, notamment quand on parle des particules métalliques, on met rien, il n'y a que de l'eau, hein, donc on produit des particules avec absolument rien à leur surface. Et malgré ça, elles sont stables colloïdalement lorsqu'on ajoute quelques petits grains de sel dans la solution. Et il y a une étude autour de ça qu'on a démarré en collaboration avec Anna pour essayer de comprendre un peu d'un point de vue physico-chimique ce qui se passe et l'origine de la stabilité de ces matériaux. Alors, je m'appelle David Amand, je suis membre de l'Institut Lumière Matière qui est à Lyon. Là, vous avez une superbe image lors de la Fête des Lumières à Lyon de la place de l'Hôtel de Ville. Voilà. Alors, on s'intéresse, je vais commencer directement avec une vidéo. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on vient focaliser un faisceau laser sur une cible qui est immergée dans un liquide. Donc là, vous voyez une cible d'or sur laquelle Excuse-moi. Allô? Allô David, j'ai désactivé ton son. Je suis désolé. Je me suis mon son. planté. Hop là, c'est bon. À Désolé. partir de là, tu as désactivé? Oui, Donc, désolé. voilà, il Re-re. n'y a pas de souci, il y a pas de souci. Donc, je disais, là, le cœur de ce qu'on va regarder ce matin, c'est vraiment la synthèse de nos matériaux par ablation laser en liquide. Et là, vous avez une vidéo qui est assez explicite. Vous avez un faisceau laser avec des flux qui vont de 10 à 10-12 watts par centimètre carré. Donc, assez facile à atteindre avec des sources type néodymium, par exemple, pour les nanosecondes, et puis encore plus facile à atteindre avec des sources avec des durées d'impulsion plus courtes. Et donc, à chaque impulsion laser, on a un petit plasma qui est créé, de la matière qui est arrachée, et on a formation de nanoparticules qui sont libérées dans l'environnement liquide. Et on voit, là, c'est une vidéo en temps réel, on voit tout de suite la solution qui devient rouge, tout simplement parce que c'est le placement des particules d'or. Dans ce cas-là, c'est une cible d'or qui est ablatée. Alors, la génération par laser de plasma dans des milieux liquides, ça n'intéresse pas que la synthèse de nanoparticules. En fait, il y a aussi des gens qui sont spécialistes de la LIPS et qui essayent d'appliquer la LIPS à des environnements liquides, notamment pour la recherche en géologie, et qui rencontrent un certain nombre de problèmes que je vais expliciter par la suite dans l'examen. Donc la LIPS, hein, c'est vraiment de la quantification chimique de matériaux à partir de l'étude de l'émission du plasma. Et puis, il y a d'autres méthodes aussi, tout simplement pour la découpe laser, voilà, des choses assez marrantes qui ont été mises en place, où vous couplez des jets d'eau à haute pression, donc ce jet d'eau à haute pression forme comme une fibre optique, et dans cette fibre optique, vous couplez un laser et vous avez sur la surface de votre cible que vous voulez découper, à la fois l'effet mécanique du jet d'eau à haute pression et l'effet du laser d'ablation. Alors le claquage laser dans les environnements liquides, c'est des choses qui ont été étudiées depuis des années, hein. Là, je présente un des articles de Vogel, qui est vraiment un article formidable où ils ont étudié tout l'évolution des conditions de pression lors du claquage d'une impulsion laser dans un milieu liquide, donc là sensible. Donc là, les différentes images que vous avez, ce sont pour différentes durées d'impulsion, donc picosecondes ou nanosecondes, picosecondes en haut, nanosecondes en bas, et différentes énergies d'impulsion, et bien des bulles générées par claquage dans l'eau. Et ils ont développé tout un modèle permettant de mesurer la pression à la fois dans la bulle, mais également dans le liquide, et aussi de mesurer la surpression au niveau de l'onde de choc qui est générée. Donc ce
que vous voyez ici, là, ce que je montre avec la souris, c'est l'onde de choc qui est libérée au moment du claquage laser. Et puis cette zone-là, c'est la bulle, donc c'est de la vapeur. Alors, nous, on va regarder des choses un peu équivalentes, mais on va rajouter un degré de complexité qui est la présence d'une interface entre le liquide et le solide. Et de la même manière, on va aller regarder des choses comme la formation d'une bulle dans cet environnement liquide. Alors, si on regarde un petit peu, si on regarde un petit peu tous les phénomènes qu'on peut rapidement observer lorsqu'on vient ablater une cible dans un environnement liquide, on peut déjà se mettre sur une échelle de temps qui va de la durée d'impulsion, voire même des durées inférieures, on va dire, si on prend des impulsions picosecondes qui partent de la picoseconde, jusqu'à quelques millisecondes. Et sur toutes ces différentes échelles de temps, il va se passer des phénomènes qui sont différents. Alors, si on regarde au tout début, tout simplement, si on part avec une impulsion picoseconde, on a un dépôt, enfin femtoseconde, même on a un dépôt d'énergie qui peut être considéré comme quasi instantané. On a des temps caractéristiques de transition de phase dans les matériaux qui sont d'une centaine de picosecondes. Donc, au bout d'une centaine de picosecondes, on a un plasma qui se forme. Sur la frame que vous avez en haut, c'est de l'imagerie faite avec une caméra intensifiée où on vient regarder sur des temps extrêmement courts ce qu'on voit au niveau de la zone d'ablation. Et ce qu'on voit apparaître, c'est le plasma là, qui évolue au cours du temps. Donc là, c'est à 300 nanosecondes, là, c'est à 600 nanosecondes après l'impulsion laser. Et on a un plasma qui a une durée à peu près d'une microseconde pour des énergies de quelques millijoules, quelques dizaines de millijoules par impulsion dans le système. Et puis, au tout début, au moment où on a une transition de phase qui est violente, on a aussi émission d'une onde de choc. Et vous voyez ici les parties en noir. En fait, c'est l'onde de choc qui est générée dans le liquide du fait de la transition de phase extrêmement violente au niveau du point d'ablation. Et on va voir qu'on peut tirer des informations de ces ondes de choc. Je vais vous présenter ça par la suite. Et puis, si on regarde sur des temps un peu plus longs, donc là, je passe de la frame du haut à la frame du bas. À la frame du bas, là, maintenant, les images, elles durent 4 microsecondes à peu près. Eh bien, on a l'apparition d'une bulle de vapeur qui croît et puis qui implose au bout de quelques centaines de microsecondes. Et ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que les particules sont formées au tout début. Je vais vous montrer de la dynamique moléculaire qui montre ça. Par contre, elles sont libérées dans l'environnement liquide au moment où la bulle implose, ce qui fait que la phase d'implosion de la bulle peut avoir un effet sur les états d'agrégation, voire même à cause de la surpression au moment de l'implosion sur les phases cristallographiques qu'on peut obtenir. Il y a des effets possibles là-dessus. Donc voilà, ce qu'on peut constater là-dessus, c'est qu'on a un grand nombre de phénomènes. On a des gammes de temps qui sont très grandes. Et ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est essayer de caractériser les conditions thermodynamiques à chaque étape et les méthodes qu'on peut mettre en œuvre pour caractériser les conditions thermodynamiques à chaque étape. Alors, c'est vraiment des conditions vraiment particulières parce qu'on a des très hautes pressions. En onde de choc, vous allez voir que ça va nous amener des gigapascales. On a une diminution de température qui est extrêmement rapide. Dans les tout premiers instants, on perd 1 Kelvin par nanoseconde, voire 10 Kelvin par nanoseconde. C'est vraiment des températures de cooling, alors du plasma, qui sont extrêmement rapides. Vous allez voir que si on essaye de placer le plasma dans une carte température électronique, densité électronique, eh bien, les plasmas qui sont confinés dans les milieux liquides sont dans une zone où il n'y a personne. Donc, c'est vraiment, j'appelle ça un nouveau type de plasma, c'est peut-être un peu ambitieux, mais donc c'est des conditions de plasma qu'on rencontre et qui sont assez spécifiques au fait d'avoir le plasma confiné par l'environnement liquide. Et puis, il y a une forte interaction entre le plasma au début et le liquide, ce qui fait qu'on a une chimie un peu particulière qui peut se mettre en place. Alors, ce que je vais présenter là en termes de techniques de caractérisation, ce que je vous présente là, ça marche pour aller étudier des plasmas du claquage laser sur une cible dans un milieu liquide, mais les gens qui, par exemple, font du claquage en milieu liquide avec des arcs, on rencontre exactement les mêmes problématiques et peuvent mettre en œuvre exactement les mêmes méthodes. Alors, parmi toutes les méthodes qu'on peut utiliser pour caractériser un peu ce qui se passe dans le milieu liquide, là, je vous ai mis une frame en bas avec les temps. Alors, c'est les temps, là, quand vous avez une flèche horizontale, c'est la gamme de temps sur laquelle la méthode est pertinente, c'est-à-dire c'est les temps caractéristiques. Et puis, les infos qu'on peut tirer des méthodes. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est l'ellipsométrie, par exemple, résolue en temps. Et ça permet d'aller regarder vraiment les tout premiers instants et ça permet de regarder les étapes de transition de phase sur la cible, quelle est la dynamique de la transition de phase sur la cible, combien de temps ça arrive. Vous pouvez aller faire de la diffusion soit de classique Mi, soit de la diffusion Raman.
sur la bulle pour aller regarder la nature la densité de la matière que vous avez dans votre bulle. Vous pouvez faire de la diffraction des rayons X aux petits angles. Ça, c'est une méthode qui est extrêmement intéressante parce que vous avez accès à une répartition spatiale des particules au sein de la bulle. Il y a juste un petit défaut. Vous ne pouvez regarder qu'à partir de 10 microsecondes et vous ne pouvez regarder que des objets de quelques nanomètres, ce qui fait que ça ne vous donne pas accès à la phase de nucléation. Par contre, ça peut vous donner accès aux effets de vieillissement ou de maturation de votre gaz de nanoparticules au sein de la bulle de vapeur. Vous pouvez faire de l'imagerie de l'ombroscopie ou du Schlieren. Ça va vous donner une information sur l'évolution de la bulle, donc notamment et sur les ondes de choc. Donc ça peut vous donner des informations sur la pression au sein de la bulle. Je vais vous montrer ça aussi. Et puis, vous pouvez faire de la spectroscopie des plasmas. Et de la spectroscopie des plasmas, vous pouvez faire ça sur des temps très courts. Et la spectroscopie des plasmas va vous donner une information sur la composition chimique de votre bulle et sur les températures. Donc ça, c'est des choses que je vais présenter. Alors là, j'ai mis une liste de publications. Comme on distribuera les transparents, vous pourrez aller regarder pour chaque technique un peu c'est non exhaustif, bien évidemment. Là, mais si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. Alors, donc une présentation en 5 étapes. Je vais revenir un petit peu sur les échelles de temps caractéristiques très rapidement. J'en ai déjà parlé dans l'introduction. Je vais ensuite présenter 3 méthodes permettant d'aller tirer des informations de ce qui se passe durant l'ablation. Donc l'étude d'émission des ondes de choc, la spectroscopie des plasmas et la dynamique des bulles qui sont générées dans le milieu liquide. Et puis je conclurai avec quelques mots sur la synthèse colloïdale pour introduire ce que va présenter Anna ensuite, notamment sur la production de nanoparticules d'or et les propriétés des nanoparticules d'or qui sont produites. Alors, si on regarde les temps caractéristiques lorsque vous avez interaction ou dépôt d'énergie par une impulsion laser dans une cible, vous avez une première étape qui est extrêmement rapide, qui est l'absorption des photons, et donc ça génère des charges libres, donc des électrons libres. Et puis vous avez une ionisation par impact qui peut aussi augmenter votre densité électronique de votre gaz d'électrons dans le système. À ce moment-là, vous avez un gaz d'électrons qui n'est pas à l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire que vous avez des électrons qui sont chauds, mais vous ne pouvez pas définir de température de Fermi pour votre gaz d'électrons. Ça prend un certain temps d'avoir des interactions entre les électrons pour pouvoir définir des températures, une température électronique pour le gaz d'électrons dans votre cible. Donc, ça prend à peu près 0,1 picoseconde. Et ça prend encore un peu plus de temps pour avoir des interactions entre votre gaz d'électrons et les phonons du milieu, c'est-à-dire globalement pouvoir définir une température cinétique des atomes au sein de votre cible. Ça, c'est à peu près une dizaine de picosecondes de temps de pouvoir définir une température. À partir de ce moment-là, vous pouvez avoir des transitions de phase qui interviennent dans le milieu avec des phénomènes de transition de phase, d'ablation en soi. Ça démarre au bout d'une dizaine de picosecondes, on va dire, l'ablation et l'évaporation. Et puis, vous avez de la diffusion thermique et puis vous avez de la resolidification sur les temps plus longs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous utilisez une impulsion qui va être femtoseconde, vous pouvez considérer que le dépôt d'énergie est instantané. Donc vous avez le système qui va évoluer d'une certaine manière. Et puis à l'autre extrême, quand vous utilisez des impulsions qui sont nanosecondes, en fait, vous avez déjà un plasma qui s'est formé alors que votre impulsion n'a pas fini d'arriver. Et en fait, vous avez une forte interaction entre l'impulsion laser et le plasma qui est en cours de formation. Et ça ne vous donne pas du tout les mêmes conditions de plasma et les mêmes conditions d'ablation dans le système. Et donc, ça donne vraiment deux physiques un peu différentes. Et il se trouve que certains matériaux, on les synthétise plus facilement avec des impulsions nanosecondes où on va chauffer le plasma. Et il y a d'autres matériaux pour lesquels ça n'a pas d'intérêt de faire ça. Si on regarde un peu ce qui a été fait au niveau de la dynamique moléculaire pour comprendre un peu les processus d'ablation, il y a des travaux absolument formidables qui ont été faits par l'équipe de Ziguilet à l'université de Virginia, où alors ils regardent sur des temps au mieux de quelques nanosecondes ce qui se passe, mais ils sont vraiment capables d'aller modéliser juste après le dépôt d'énergie l'évolution de l'état de la matière dans la cible, avec deux régimes qui sont mis en avant, des impulsions qui sont, on va dire, supérieures à une centaine de picosecondes et des impulsions où vous pouvez considérer que le dépôt d'énergie est quasi instantané. Et le gros résultat qui a été vraiment important pour la communauté de la synthèse de nanoparticules par ablation laser lorsqu'on a vu ces résultats-là, ça a été de comprendre l'origine des
des distributions de taille bimodales dans la production de nanoparticules, parce que ce que vous voyez dans leur modèle, c'est que vous avez lorsque vous avez ablation, vous avez un premier front où globalement vous avez des atomes qui sont injectés, donc un gaz qui se mélange avec le liquide, et puis vous avez sur un deuxième front de la cible liquide qui est éjectée et qui essaye de pénétrer dans le liquide qui se trouve au-dessus, donc l'eau. Et donc, quand vous avez deux liquides de densité différentes qui essayent de s'interpénétrer, vous avez des instabilités qui arrivent et qui entraînent une fragmentation de la couche liquide, donc dans ce cas-là, de la couche, là c'était la couche métallique de la cible. Et donc, vous avez des éjections de gouttelettes. Et donc, ces éjections de gouttelettes vous donnent des particules qui sont de relativement grosse taille, alors qu'au sein du gaz que vous avez généré juste avant, eh bien, vous avez une nucléation classique de nanoparticules. Et donc, vous avez, grâce à ces calculs-là, la capacité de comprendre pourquoi vous avez vraiment deux tailles différentes dans les particules produites, des très petites tailles qui sont liées à la nucléation des nanoparticules au sein du plasma en interaction avec le liquide. Donc, ces nanoparticules peuvent être composées à la fois des espèces de la cible et des espèces de liquide. Et puis, à côté de ça, vous avez des gros objets qui apparaissent. Et c'est un phénomène qui est un peu moins important. Alors, disent des calculs, quand vous avez des impulsions plus longues, en pratique, on voit les distributions bimodales dans tous les cas. Donc là, je vous ai mis une image typique de nanoparticules d'oxyde de gadolinium, où vous voyez ici une population de très petits objets qui sont vraiment liés à la nucléation au sein du plasma. Et puis vous avez ici des objets qui sont plus gros et qui là sont certainement liés à l'instabilité qui a été décrite d'un point de vue théorique. Voilà. Donc tout ça pour dire que en fait ça se passe quand même dans les premières nanosecondes. Et donc c'est pas vos objets sont formés dans les tout premiers instants, et ce qui se passe ensuite dans la bulle, en fait, c'est plus de la maturation qui peut intervenir au sein de la bulle. Alors, je vais commencer par une première méthode de caractérisation des phénomènes. Je vais parler des ondes de choc qui sont générées. Alors, si vous regardez dans les tout premiers instants, donc là, c'est des films recomposés. On fait une image toutes les 5 nanosecondes et on décale notre porte dans le temps. Et donc, on peut obtenir des films comme ça. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une onde de choc qui se trouve ici, là, qui est liée simplement à une onde de choc qui se propage à la transition de phase en liquide. On voit aussi d'autres ondes de choc, les ondes V. Là, je vais revenir un peu plus tard sur ce que c'est. On va d'abord s'intéresser à... donc là, c'est pas la bulle. Hein. On n'est pas en train de regarder la bulle, c'est vraiment les tout premiers instants. Là, la durée du film, c'est 500 nanosecondes. Et on a, à cause de la transition de phase violente sur la cible, on a émission d'une onde de choc qui est sphérique. Alors, à partir de ces images-là, on peut mesurer la distance parcourue par onde de choc. Alors, je dis onde de choc, les puristes, on parlerait peut-être de zone de surpression. Je n'entre pas dans le... Voilà. Donc, ces ondes de choc-là qui se propagent, on peut mesurer la distance à la cible en fonction du temps. Donc, on peut tracer la distance en fonction du temps de la position de l'onde de choc. Et ce qu'on constate, c'est que dans les 50 premières nanosecondes à peu près, avant que la vitesse de choc n'atteigne la vitesse du son dans le liquide, c'est-à-dire qu'au bout de 50-100 nanosecondes, là, la pente que vous avez là, donc la vitesse de propagation de votre onde de choc, c'est la vitesse du son dans le liquide, eh bien, vous avez une vitesse qui est supérieure à la vitesse du son dans le liquide. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, à partir de modèles relativement simples, vous pouvez tirer de cette vitesse la surpression au tout début de l'onde de choc. C'est-à-dire, vous pouvez faire un fit sur ces données et mesurer en fait la vitesse initiale, que je note US. Et à partir de cette vitesse initiale, vous pouvez remonter la pression. Alors, ça c'est quoi? C'est simplement, vous écrivez la conservation du moment au niveau du front d'onde. Donc, c'est les équations que vous avez là, hein, qui font intervenir la vitesse du son, mais aussi la vitesse des particules dans le liquide. Et puis, si vous utilisez une bonne équation d'état, donc typiquement les courbes du Guignot, qui sont valables jusqu'à 25 gigapascal, dans lequel vous avez aussi la vitesse du front de l'onde de choc qui intervient et qui vous donne la vitesse des particules dans le liquide. Et bien finalement, vous avez la pression dans votre liquide qui est uniquement liée qu'à des paramètres de fit qui sont liés au modèle, la vitesse qu'on a mesurée et la densité du liquide. Donc, vous pouvez tracer en fonction de la puissance que vous déposez, enfin de la fluence de votre source laser, la pression que vous obtenez. Et vous voyez qu'en fait, dans ces systèmes-là, on peut atteindre des gigapascales, ce qui est assez énorme et ce qui explique notamment pourquoi on arrive à obtenir des phases haute pression telles que le diamant
mais qui sont là, dans ces cas-là, simplement liés à une transition de phase sur la cible, c'est-à-dire que vous mettez tellement un coup violent qu'en fait, vous arrivez à faire transiter. Alors, Amael, pour éviter la distribution bimodale, Amael qui a posé une question, il n'y a pas vraiment de méthode pour éviter la distribution bimodale en conservant l'avantage de cette méthode de synthèse qui est la non-utilisation de ligand. Par contre, si tu n'es pas gêné, si tu veux, si n'es pas intéressé à avoir des particules avec des surfaces nues, là, tu peux utiliser tous les outils de la chimie classique, c'est-à-dire rajouter des ligands dans ta solution en cours de synthèse. Et ces ligands, en fait, au moment où la bulle de vapeur se forme, rentrent dans la bulle et viennent bloquer la croissance des particules. Et dans ces cas-là, tu as des choses qui sont monomodales très petites. Voilà. Mais la contrepartie, c'est que tu as des particules qui sont plus nues. Or, pour plein de domaines d'application, typiquement la catalyse, les gens veulent des particules avec des surfaces nues. Voilà. Sinon, il y a une deuxième méthode, c'est tu peux utiliser de la centrifugation, l'ultracentrifugation, pour virer les gros et garder que les petits. Voilà, donc ça tu éjectes la matière qui t'intéresse pas. Donc je reviens après la question d'Amel sur ce que j'étais en train de dire. Donc là, vous avez vraiment des surpressions qui sont extrêmement importantes. Et on a pu comparer ça à un modèle qui avait été développé par Fabro, notamment dans les années 90, qui n'est pas du tout sur la même approche. Là, c'est simplement de la thermodynamique simple. Vous déposez de l'énergie et vous regardez ce que ça vous coûte d'avoir une transition de phase et une expansion au niveau de la zone où il y a transition de phase. Et vous pouvez lier la pression initiale à l'impédance acoustique entre la cible et le milieu, enfin l'impédance acoustique moyenne entre la cible et le milieu, et l'intensité du laser en watts par centimètre carré. Donc vous avez une formule très simple. Et si vous appliquez cette formule ici et que vous faites un fit, A, c'est la fraction de l'énergie du laser qui est utilisée à provoquer la transition de phase. Et bien vous voyez qu'en fait vous avez 20% de votre impulsion laser qui sert vraiment à, enfin dans ce cas-là, qui sert vraiment à provoquer la transition de phase, donc il y a de l'énergie utilisée de manière utile pour produire les nanoparticules dans le système. Et donc voilà. Alors il y a autre chose qu'on peut observer si on regarde ces images. On voit des ondes là qui sont obliques et qui s'étendent, qui se propagent. Et en fait, ces ondes, si vous faites le même type d'imagerie sur une lame de quartz, vous voyez que ces ondes elles correspondent à des ondes qui se propagent dans la cible, notamment ici des ondes de compression. Et là, quelque chose qui a l'air d'être proche des ondes transverses, d'ondes de cisaillement. En fait, les ondes qui se couplent là, c'est pas vraiment lié aux ondes de cisaillement, c'est lié au fait que comme vous avez une interface, des modes propres à une interface, c'est plus les modes de volume, donc compression et cisaillement classique, mais vous avez des ondes de surface. Et notamment, vous avez une onde qui s'appelle onde de relais fuyante. Lorsque vous mettez en contact un liquide, donc un milieu dense avec une cible solide. Et ces ondes de relais, comme elles sont dites fuyantes, en fait, elles se coupent très facilement en liquide. Et en fait, au cours de ces ondes se propagent à une certaine vitesse au niveau de l'interface, se coupe le liquide, donc pousse le liquide. Et donc là, en fait, ce que vous avez, c'est comme des cônes de Mach qui sont liés à la propagation de ces ondes de surface. Et l'onde qui est un peu moins intense, le deuxième cône de Mach qui est un peu moins intense, c'est simplement l'onde de compression qui se propage à proximité de la surface, qui arrive un petit peu à se couper le liquide et qui, pareil, génère un cône de Mach. Alors ça, c'est super intéressant parce que tout simplement, ça vous permet de mesurer la vitesse de vos ondes dans la cible, à l'interface de la cible. Vous avez juste à mesurer les angles, parce que l'angle, en fait, c'est juste le rapport entre la vitesse du son dans le liquide et la vitesse des ondes se propageant à l'interface. Or, ces vitesses d'onde, vous pouvez les relier aux paramètres mécaniques dans le milieu. Donc, l'onde de relais, on peut la relier à l'onde transverse avec le module Young. Et l'onde transverse et l'onde de compression, on peut les relier au coefficient de Poisson et au module Young. Et donc, ça veut dire que si vous mesurez les angles, vous mesurez les vitesses. Si vous mesurez les vitesses, vous pouvez obtenir les paramètres mécaniques, sauf que vous êtes sensible aux paramètres mécaniques de surface. Donc, en fait, c'est une méthode pour aller mesurer les paramètres mécaniques de surface des matériaux, qui est relativement simple. Vous mettez votre cible, vous mettez un coup de laser, vous avez deux cônes, vous mesurez les angles des cônes et vous avez les paramètres mécaniques de surface. Et typiquement, pour les gens dans la métallurgie qui vont, par exemple, aller galvaniser des interfaces, c'est assez compliqué d'aller mesurer les paramètres mécaniques de la couche galvanisée. Donc, ça peut être une méthode pour le faire. Voilà. Donc, il y a un brevet qui a été posé là-dessus. Et puis, quand on teste avec plein de matériaux, vous voyez, ça marche
Vous avez là une courbe qui relie les valeurs tabulées pour Poisson et Young, donc les valeurs tabulées et les valeurs qu'on a mesurées, et donc c'est relativement propre en termes de mesure. Voilà. Donc là, je m'écarte un peu de la synthèse. Alors, deuxième domaine que je voulais aborder, c'est la spectroscopie des plasmas. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de la spectroscopie des plasmas lorsqu'on regarde? Donc là, maintenant, on regarde sur des temps un peu plus longs. On va regarder jusqu'à la microseconde. Là, avec les ondes de choc, on regarde des temps très courts. Maintenant, on regarde des temps un peu plus longs. Qu'est-ce qu'on peut tirer de la spectroscopie des plasmas? Et surtout, la première question, c'est quel type de plasma on a. Donc là, quand on regarde une carte densité électronique, donc densité du gaz d'électrons dans le plasma et l'énergie des électrons dans le plasma, on voit que tous les types de plasma sont positionnés à des endroits un peu particuliers dans cette carte. Et la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on se trouve? Et on peut s'imaginer qu'on est quand même à haute densité, hein, puisque le plasma est confiné, on ne peut pas s'étendre comme il veut, et on est plutôt à basse température parce que à cause de l'interaction avec le liquide et du fait qu'on a vu que la durée de vie du plasma était courte, on a sûrement des effets de refroidissement qui sont assez violents. Donc on peut s'imaginer qu'on est plutôt haute densité à basse température. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir là. Alors ça peut être important de savoir ça parce que si par exemple vous voulez utiliser un plasma généré dans un liquide pour faire de la quantification chimique, donc typiquement si vous faites de la LIPS en milieu liquide, il faut quand même vous assurer que vous avez un équilibre local thermodynamique. Or, une des conditions permettant de savoir si on a l'équilibre local thermodynamique pour pouvoir tirer de l'intensité des spectres une température, c'est que votre densité électronique est supérieure à une certaine valeur qui est notamment liée à la température électronique. Donc vraiment, votre température est basse, si votre densité est élevée, vous pouvez avoir l'équilibre thermodynamique et donc vous pouvez tirer des infos. Alors, si on regarde le plasma, c'est un peu particulier par rapport au plasma à l'air. Là, je vous ai mis des exemples de spectres pris à deux moments donnés sur une cible de carbone ou sur une cible d'alumine. Vous voyez que très rapidement, vous avez des molécules diatomiques qui apparaissent. Donc, ça veut dire que dans votre analyse des plasmas, il va falloir tenir compte du fait que par rapport à des plasmas qui sont générés à l'air, où les molécules diatomiques apparaissent très très tardivement, vous avez une zone en début dans les premières dizaines de microsecondes où vous n'avez pas trop de molécules diatomiques. Là, vous avez des molécules diatomiques tout de suite qu'il faut prendre en compte la présence de ces molécules diatomiques lorsque vous analysez le plasma. Par contre, c'est un gros avantage parce qu'on va pouvoir en tirer des infos. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer d'infos comme info de plasma? Bon, c'est des choses classiques. D'abord, vous pouvez regarder les espèces qu'il y a dedans, donc atomiques, ioniques et les molécules diatomiques, simplement parce que ce sont des raies caractéristiques que vous pouvez identifier. Donc, et vous pouvez les suivre au cours du temps pour essayer de regarder comment évoluent les réactions chimiques au sein de votre plasma dans la phase plasma. Vous pouvez tirer des températures, je vais revenir là-dessus, et puis vous pourrez tirer une densité électronique, vous pouvez mesurer la densité électronique en regardant l'élargissement des raies, donc l'effet Stark, l'élargissement Stark. Alors je vais prendre comme exemple, comme illustration, un plasma généré sur une cible d'alumine, confiné dans de l'eau. Et donc si vous faites à basse résolution un spectre de ce plasma, eh bien vous voyez apparaître des signatures caractéristiques ici de l'aluminium, donc aluminium atomique dans ce cas-là. Et puis vous voyez ici des signatures caractéristiques de l'oxyde d'aluminium, donc là la molécule diatomique de l'oxyde d'aluminium. Et donc de ces deux types de ces deux spectres, on va pouvoir tirer des infos. Alors on va d'abord se concentrer sur la partie l'émission des atomes d'aluminium. Et si là maintenant on augmente la résolution, donc 0,05 nanomètres de résolution, on peut voir les élargissements des pics de l'aluminium. Donc ça, c'est l'émission atomique de l'aluminium pris à des délais, donc 200, 400 et 600 nanosecondes, où on voit l'élargissement le décalage Stark, le décalage Stark et l'élargissement de vos pics d'émission atomique de l'aluminium au cours du temps et qui sont bien évidemment liés au fait que vous avez une densité électronique qui vient élargir vos transitions. Et donc de cette densité électronique, de ce décalage ou de l'élargissement des raies, vous pouvez tirer une valeur de la densité électronique dans votre milieu. Et ce qu'on obtient typiquement comme valeur, c'est des ordres de grandeur de 10-18 électrons par centimètre cube. Donc c'est plutôt quand même des densités qui sont relativement élevées. On va replacer ça sur la courbe, on va vraiment être à droite sur l'axe des densités électroniques. Alors, ça a été mesuré sur plein de types de matériaux et les ordres de grandeur obtenus sont quasiment systématiquement les mêmes, quels que soient les auteurs
et quels que soient les matériaux utilisés, donc là, aluminium, titane, cuivre, argent, on est toujours dans des densités qui sont relativement élevées, avec un ordre de grandeur qui est à peu près 10-18 électrons par centimètre cube, et des durées de vie de plasma qui sont relativement courtes, c'est-à-dire globalement, au bout d'une microseconde à 2 microsecondes, on ne voit plus rien. On voit plus rien dans le système. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce graphique-là, on est plutôt sur les densités relativement élevées dans la classification des plasmas. Maintenant, on peut essayer d'aller regarder les températures. Alors, quand vous avez des atomes seuls, ce que vous regardez, vous pouvez tirer une température électronique de la population des niveaux électroniques, parce que vous avez une interaction entre votre gaz d'électrons et vos atomes, donc ils viennent exciter les niveaux électroniques dans les électrons, et si vous êtes à l'équilibre local thermodynamique, les collisions entre vos électrons et les atomes et les ions vous assurent que vous avez une population du niveau électronique qui caractérise parfaitement bien la température électronique. Alors, si maintenant vous avez une molécule, vous rajoutez des degrés de liberté, c'est-à-dire que votre molécule, elle vibre, et puis elle tourne. Et donc, ça veut dire que quand vous regardez les niveaux d'énergie dans ces systèmes-là, eh bien, chaque niveau électronique est splitté avec des niveaux vibrationnels liés à la vibration de la molécule, et puis chaque niveau vibrationnel est splitté avec des niveaux rotationnels. Et quand vous regardez une transition entre un niveau excité, donc un triplet de nombre quantique, état électronique, vibration, rotation, eh bien, vous partez de ce triplet-là et vous arrivez à un triplet dans l'état fondamental, en tout cas dans les transitions qu'on va regarder. Et ça vous donne des informations sur la population, à la fois des niveaux électroniques, des niveaux vibrationnels et des niveaux rotationnels. Alors, le problème que vous avez, c'est que nos systèmes sont relativement hors équilibre. Alors, quand je parle hors équilibre, c'est-à-dire que les processus de mélange des niveaux rotationnels ne sont pas les mêmes que les processus de mélange des niveaux électroniques. Et il y a assez peu de chances que sur des temps, avec des plasmas qui évoluent aussi rapidement et sur des temps aussi courts, on ait des températures rotationnelles, par exemple, qui soient égales aux températures électroniques. Donc, quand on va regarder les spectres, quand on va les traiter, quand on va analyser l'intensité des différents traits, on ne va pas considérer une température unique, on va mettre une température par groupement, c'est-à-dire une température des niveaux vibrationnels, une température de niveau rotationnel, une température de niveau électronique, pour regarder ce qui est égal ou pas. Alors, quand vous faites ça, vous avez l'énergie du niveau up, c'est la température électronique, la température du niveau vibrationnel, la température du niveau rotationnel, l'énergie du niveau rotationnel. Tout ça, c'est des choses qui sont tabulées, c'est-à-dire que vous avez tous les coefficients qui permettent de calculer les niveaux vibrationnels sont des coefficients qui sont tabulés. Donc, vous commencez toujours par un oscillateur harmonique, puis après, vous avez des termes de correction. Donc, ça, c'est des termes d'ordre supérieur, qui sont les termes de correction d'oscillateur harmonique. Pareil pour les niveaux rotationnels, vous commencez toujours avec un rotateur rigide, puis vous avez des termes de correction du rotateur rigide, et puis après, vous avez toute la problématique des couplages entre les différents moments cinétiques dans ces systèmes-là, qui en fait vont dépendre complètement des molécules et des niveaux électroniques impliqués, c'est-à-dire l'ordre dans lequel vous allez coupler le moment cinétique des électrons, la rotation de la molécule, le moment cinétique orbital des électrons, et bien, elle ne va pas se faire dans le même ordre. Et donc là, il y a toute une zoologie des termes de correction qui sont là, mais c'est pareil, c'est des choses qui sont complètement tabulées. Si vous connaissez la molécule et que vous connaissez le niveau électronique, ça, c'est des choses qui sont tabulées. Donc l'intensité de votre trait, ça va être la population des niveaux supérieurs fois des probabilités de transition. Et ces probabilités de transition, vous pouvez les découper en deux blocs, ici, là. Le coefficient d'Einstein qui correspond aux transitions entre les niveaux électroniques et vibrationnels, qui fait intervenir la force de bande. Et puis les coefficients de London, pareil, qui sont tabulés, qui vraiment regardent les dégénérescences des niveaux rotationnels. Et donc, votre population des niveaux supérieurs, eh bien, elle fait intervenir vos températures. Et donc, si vous regardez l'intensité de vos émissions, vous avez directement accès aux températures des niveaux up, donc des températures rotationnelles et vibrationnelles. Et donc, c'est ce qu'on fait. Donc là, je vais vous donner un exemple dans le cas de la molécule d'ALO. On regarde la bande dite bleu-vert. Et donc, c'est ce qu'on fait. Donc là, maintenant, on va regarder ces zones-là avec la spectroscopie revibrationnelle d'ALO. Et donc là, dans ce graphique-là, ce que vous avez, donc là, c'est des spectres faits à haute résolution. Vous avez des transitions revibrationnelles et donc en noir, vous avez un spectre, un spectre mesuré et en rouge, vous avez un fit.
qui nous donne en fait une température rotationnelle de 3400 Kelvin et une température vibrationnelle de 6000 Kelvin. Alors, pour bien comprendre ce spectre-là, là, vous avez ce qu'on appelle la tête de bande. Donc, si vous passez du niveau vibrationnel up 0 au niveau vibrationnel down 0. Et ensuite, les transitions que vous avez, c'est juste des transitions entre des niveaux rotationnels. Et puis là, paf, vous avez une nouvelle tête de bande, c'est-à-dire vous ajoutez les transitions entre niveau vibrationnel 1 up et 1 down. Et donc, pareil, des transitions rotationnelles. Et puis là, la tête de bande 2, 2. Donc, vous passez niveau vibrationnel 2 au niveau up et au niveau vibrationnel 2 down. Donc en fait, si vous regardez que cette zone-là, vous n'avez que des transitions entre niveaux rotationnels, donc c'est assez robuste pour sortir la température rotationnelle. La température vibrationnelle, c'est un peu plus compliqué parce que vous n'avez que 3 niveaux d'impliqués, donc faire un filtre sur 3 niveaux, c'est pas top. Alors, ça a été fait également par nombreux auteurs sur de nombreux systèmes, et donc vous avez typiquement les températures rotationnelles et vibrationnelles mesurées comme ça. Et puis, si vous allez regarder l'émission des espèces atomiques, vous pouvez sortir une température électronique. Et si vous allez regarder l'évolution du fond continu d'émission, vous pouvez sortir avec des modèles de Planck des températures cinétiques. Et les résultats sont quasiment tout le temps pareils. Vous avez des températures qui sont différentes. Vous avez des températures électroniques qui sont toujours très supérieures aux températures rotationnelles, donc aux températures cinétiques du gaz, dans le système, avec un ordre vraiment température électronique, température vibrationnelle et température rotationnelle, du plus haut au plus bas en termes de température. Mais ça reste quand même des températures de plusieurs milliers de Kelvin. Et si on vient remettre ça sur le graphique que je vous ai présenté précédemment, voilà, en termes de placement, on est dans cette zone-là, on va dire du 10- eV et puis du 10-18 électrons par centimètre cube. Donc c'est des plasmas qui sont un peu particuliers. Alors ça a quand même des conséquences sur la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire de l'ellipse en milieu liquide? Alors ça pose quand même des problèmes parce que la présence dès le début des molécules diatomiques fait que il faudrait à la fois, pour aller compter les atomes qui se trouvent dans les molécules diatomiques et les atomes qui se trouvent pas encore sous l'espèce atomique ou ionique. Et donc ça, c'est compliqué parce qu'il faudrait pouvoir comparer les intensités de vos espèces atomiques à vos espèces diatomiques. Donc ça, c'est pas des choses qui sont simples à faire. Et puis l'autre problème que vous avez, c'est que les températures sont quand même relativement basses. Quelques milliers de Kelvin, en fait, c'est bas. Et ça veut dire que vous n'arrivez pas à exciter des espèces qui ont des niveaux d'énergie extrêmement élevés. Donc typiquement, on voit très rarement l'hydrogène ou les ions dans les plasmas. Quand on fait de la spectroscopie des plasmas en liquide, on voit quasiment tout le temps des espèces neutres. Et on voit quasiment tout de suite les molécules diatomiques. Donc c'est quand même assez compliqué avec une seule impulsion laser de pouvoir aller faire de la quantification chimique en regardant l'émission du plasma à cause de ces effets-là. Alors c'est pour ça qu'il y a des gens qui développent de nouvelles méthodes, typiquement des méthodes avec 2 impulsions laser. Donc vous mettez une première impulsion pour générer le plasma, et puis après vous remettez une deuxième impulsion pour tout recasser dans le plasma, pour essayer d'avoir des conditions qui sont un peu plus similaires à ce que vous avez dans un plasma à l'air. Et donc voilà, c'est des tentatives pour faire de l'ellipse en milieu liquide. Alors troisième méthode de caractérisation, c'est faire de l'hydrodynamique des bulles. Donc là, je vais regarder les temps encore plus longs. Donc là, mon plasma est fini. Je suis au-delà de quelques microsecondes et je regarde la dynamique des bulles. Et je vais regarder les modèles qu'on peut appliquer et qu'est-ce qu'on peut tirer de l'hydrodynamique des bulles en milieu liquide. Alors, pour faire ça, c'est des méthodes classiques, c'est de l'ombroscopie. Vous avez votre impulsion laser, vous venez ablater votre cible, une source de lumière et une caméra rapide. Donc là, c'est des caméras qui permettent de monter à 210 000 frames par seconde. Donc ça fait une frame toutes les 5 microsecondes. Pour les ordres de grandeur, de durée d'oscillation de bulles, ça va, c'est à peu près 200 microsecondes. Donc on peut faire des vidéos relativement propres. Donc là, vous avez une vidéo typiquement de bulles. Donc là, elle croît. Elle implose, et puis après, vous avez des rebonds, systématiquement des rebonds qui interviennent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller regarder ça? Déjà, on peut aller mesurer le rayon de la bulle au cours du temps. Et ce que vous avez ici dans différents milieux, donc là, de l'eau, éthanol et isopropanol, vous avez, pour une même impulsion laser, vous avez l'évolution du rayon de la bulle au cours du temps. Voilà. Et on retrouve des temps de croissance et d'implosion de la bulle qui sont cohérents avec le relais collapse time, le temps caractéristique de relais,
qui est connu et qui est simplement lié, qui relie simplement le rayon maximum de la bulle à la densité et à la pression au sein du liquide. On a l'ordre de grandeur est bon. Si vous mesurez la taille de la bulle, vous savez à peu près combien de temps elle dure. Mais on peut faire mieux que ça. On peut, dans un premier temps, si on s'intéresse juste à la croissance de la bulle et à l'implosion de la bulle, on peut utiliser le modèle de Rayleigh-Plessé. Alors, le modèle de Rayleigh-Plessé, c'est un modèle qui est sympa parce que c'est le point de vue du liquide. Donc, dans ce modèle, qui est ici, vous reliez l'accélération du mur à l'interface entre la phase vapeur et le liquide. Donc, ici, l'accélération et la vitesse d'expansion de ce mur à des paramètres qui sont des paramètres connus, à savoir la densité du liquide, la tension de surface au niveau du liquide et la viscosité du liquide. Et le seul paramètre qui est lié au gaz qui se trouve dans la bulle, c'est la pression. Et donc, si vous êtes capable de mesurer les rayons au cours du temps, avec Rayleigh-Plessé, eh bien, vous avez accès à l'évolution de la pression au sein de la bulle, tout simplement. Donc, c'est sympa, puisque c'est uniquement le point de vue du liquide. En plus, vous êtes dans des conditions qui sont extrêmement particulières. Votre bulle, elle croît tellement vite que les nombres de Weber, donc qui comparent les termes d'inertie aux termes de tension de surface, sont très supérieurs à 1. Et le nombre de Reynolds qui compare les termes d'inertie, donc la force, l'inertie, quoi, par rapport à la viscosité, qui sont très supérieurs à 1 également. Et en fait, vous pouvez quasiment négliger ces deux termes-là quand vous traitez Rayleigh-Plessé. Vous n'avez quasiment aucun effet de la viscosité du liquide. Alors, pour les viscosités type eau, hein, pour les milieux peu visqueux. Et vous n'avez quasiment aucun effet de la tension de surface sur la dynamique de la bulle. C'est vraiment votre bulle uniquement drivée par les effets inertiels. Alors, si vous faites ça, vous pouvez sortir l'évolution de la pression au cours du temps. Et vous pouvez en déduire une évolution relative de la température dans le système. Il vous faudrait la température initiale pour pouvoir avoir la vraie température, ce qu'on n'a pas, en tout cas pas à ces instants-là. Et vous voyez qu'on est sur des pressions de quelques centaines de bars dans le système. Donc, on descend la pression atmosphérique et puis au moment de l'implosion, donc ça c'est l'implosion, on recroît. Alors bien évidemment, là, le calcul ça diverge, mais en fait ça ne diverge pas en réalité. Si vous tracez ensuite l'évolution de la pression en fonction du volume en échelle log, eh bien vous avez des courbes vous avez des courbes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre système est adiabatique. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez déposé l'énergie, vous avez votre bulle de gaz qui croît, et il n'y a ni échange de matière avec l'environnement liquide, ni échange de chaleur. C'est beaucoup trop rapide. Il n'y a pas le temps d'avoir d'échange de chaleur, donc vous avez un système qui est purement adiabatique quand vous faites ça. Et donc, du coup, à partir de ces modèles-là, vous pouvez déduire le nombre d'éléments qu'il y a dans la bulle et vous pouvez comparer ce nombre d'éléments qu'il y a dans la bulle à la quantité de matière que vous avez ablatée. Et qu'est-ce que vous constatez? C'est que vous avez un ordre de grandeur entre la quantité de matière que vous avez ablatée, ici, et le nombre de molécules qui se trouvent dans votre phase vapeur et qui permet d'expliquer l'expansion de votre bulle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que dans votre bulle, vous avez une majorité de solvant qui est vaporisé et que votre matière, elle est en contact, en cours de nucléation et de formation, elle est en contact avec le solvant qui a été vaporisé au sein de la bulle. Et ça permet d'expliquer pourquoi on arrive à former des particules qui sont à la fois formées par les espèces ablatées et par des espèces qui se trouvent dans le milieu liquide. Typiquement, si vous ablatez du carbone dans de l'ammoniac, vous arrivez à fabriquer du C3N4. Et donc l'ammoniac vient du liquide, enfin l'azote vient du liquide, pardon, et le carbone vient de l'acide. Alors ça c'est bien pour regarder la croissance de la bulle et l'implosion de la bulle, mais le problème c'est que si vous voulez expliquer les rebonds, en fait vous ne pouvez pas avec Rayleigh-Plessé, parce que dans Rayleigh-Plessé vous n'avez pas la compressibilité du milieu. Et pour expliquer le rebond, il faut pouvoir modéliser la perte d'énergie par émission d'ondes mécaniques, et donc pour pouvoir faire ça, il faut rajouter la compressibilité. Et donc, pour faire ça, ce qui peut être utilisé, c'est le modèle de Gilmore, donc qui est un peu plus compliqué que le modèle de Rayleigh-Plessé, dans lequel vous rajoutez la compressibilité du milieu au travers d'une équation d'état, typiquement l'équation de Tate, qui marche très bien pour l'eau. Et quand vous faites ça, eh bien, vous réussissez non seulement à reproduire avec ce modèle la première bulle, donc là, vous avez l'implosion de la première bulle, mais vous arrivez aussi à modéliser les rebonds. Donc le modèle, je vous dis, est légèrement plus compliqué. Donc vous avez quelque chose qui ressemble fort à Rayleigh-Plessé ici, mais dans lequel vous avez rajouté un terme
qui est la différence en enthalpie entre la différence entre le liquide à la pression au bord de la bulle et la pression hydrostatique dans le liquide, donc l'enthalpie, la différence d'enthalpie associée à ça. Et cette différence d'enthalpie, elle est liée à l'équation d'état que vous injectez, qui se trouve ici. Et donc, vous pouvez mettre ça dans l'équation de Gilmore, qui est très proche de Rayleigh-Plessé, avec U, qui est la vitesse de votre front, de votre interface entre la phase vapeur et la phase liquide. Donc voilà, ça, c'est des choses qui se font. Et donc ça permet d'aller expliquer les rebonds et d'aller expliquer les rebonds. Et puis, vous pouvez encore ajouter un niveau de complexité, faire ça dans des milieux hautement visqueux. Et alors là, vous avez des formes de bulles qui sont plus du tout hémisphériques. Là, vous avez des effets de friction très forts. Donc là, c'est dans des huiles, voilà, avec une viscosité de 77 mètres carrés par seconde. Et donc là, encore une huile encore plus visqueuse. Là, vous avez des formes de bulles. Vous avez clairement des frictions parce que là, vous avez des effets au niveau de la bulle avec la ligne de contact qui évolue. Et là, ces modèles-là ne fonctionnent plus du tout. Si vous voulez vraiment aller regarder ce qui se passe avec ces modèles-là, il faut utiliser des modèles type, pour résoudre directement Navier-Stokes. Alors, il y a des modèles qui existent pour ça, des logiciels type OpenFOAM. Et donc là, ce que vous avez dans ce graphique-là, les pointillés, c'est les formes des bulles qu'on a mesurées, et ce que vous avez en violet, c'est ce que sort le code. OpenFOAM, ça c'est une collaboration avec Christian Lechner à Göttingen, et qui permet de vraiment modéliser la forme de votre bulle, et notamment les effets de friction et l'influence de la friction sur la forme de la bulle. Et ce qu'on a pu constater, c'est que dans les milieux liquides, lorsque vous avez des faibles viscosités, vous avez au moment de l'implosion un fort injet, donc vous avez un gros impact au niveau de la cible, qui est lié à la formation d'un jet. Et ce jet d'impact en fait disparaît lorsque vous avez des milieux fortement visqueux. Alors très rapidement, un résumé ici. Température, pression dans le cas de l'ablation d'une cible de carbone. Donc ce qu'on est capable de faire, c'est d'aller mesurer les températures. Donc vous avez les températures dans les premières microsecondes, des températures du plasma qui sont extrêmement élevées, et puis vous avez un très fort cooling du plasma, et puis les températures auxquelles vous pouvez vous attendre ensuite sont relativement plus modestes au sein de la bulle de vapeur. Et puis au niveau de la surpression, vous démarrez avec une onde de choc, donc vous avez vraiment quelques gigapascales. Vous avez ensuite une zone où c'est compliqué de mesurer. Dès que vous pouvez observer la bulle, vous voyez que vous êtes maintenant à 10 puissance 8 pascal. Et puis vous avez potentiellement un choc au moment de l'implosion de votre bulle, avec une remontée en pression. Alors au laboratoire, et je finis rapidement avec ça, on a développé une méthode de synthèse à partir de cette méthode-là. Donc là, vous avez une petite vidéo. Donc là, ce que vous avez, c'est une cellule. Vous avez la cible qui est au fond de la cellule, là, et puis vous avez le liquide qui passe, c'est un système fluidique. Voilà, bon, plein. Là, vous voyez le plasma qui est formé par ablation laser. Donc ici, le liquide, il est transparent, hein, il n'y a pas de particules dedans. Et puis à la sortie de la cellule, vous avez votre liquide qui est coloré, vous avez vos particules qui sont produites. Et donc ce type de système-là permet de produire en continu des nanoparticules. Alors avec notre setup, on fait entre 15 et 40 mg par heure sur de l'or. Il existe des systèmes où ils utilisent des lasers plus puissants que ce qu'on a, et où ils arrivent à monter au gramme par heure. C'est à peu près le record à l'heure actuelle, la production d'1 gramme par heure sur les métaux avec ces méthodes-là. Et c'est suffisant, en fait, avec ces taux de production-là pour que ce soit commercialement intéressant, du fait que vous produisez des matériaux qui ont des surfaces qui sont libres de ligands. Notamment, c'est revendu par deux sociétés, Icoloid et par Strem. Donc, vous pouvez trouver dans le commerce des particules fabriquées par ablation laser en milieu liquide. C'est une méthode qui est apparue vraiment dans les années 2000. Tous les matériaux y sont passés. Ça marche pour les métaux, les semi-conducteurs, les oxydes. Voilà. Je vais maintenant passer la main à Anna sur un type de questions qu'on s'est posées. Globalement, quand on fabrique des particules d'or, on se rend compte que lorsqu'on ajoute une petite quantité de sel, typiquement des halogénures, on peut fortement améliorer la stabilité colloïdale de nos particules. Et on s'est posé, donc on a des solutions qui sont quasi nues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligand au sens organique, il y a des ions.
et nos particules sont stabilisées par répulsion électrostatique et on se pose beaucoup de questions sur la physico-chimie de ce qui se passe à la surface de l'or. Et par contre, ça permet de fabriquer des particules d'or avec des surfaces types de ligands. Donc là, vous avez une courbe qui donne en fonction de la concentration en sel, la stabilité colloïdale. Plus vous êtes haut là-dessus, plus vous êtes stable colloïdalement. Donc vous voyez que quand vous mettez des toutes petites quantités de sel, vous avez une augmentation de la stabilité colloïdale avec des halogénures tels que le brome. Voilà. Donc, je vais passer la main à Anna, auprès de laquelle je m'excuse, j'ai un peu de retard. Et puis, ta présentation est là. Tac, je te mets en plein écran et je te donne l'oreillette. Bonjour, vous m'entendez? J'imagine que oui. Oui, on entend bien. Ok, merci. Ok. Donc, je vais prendre la suite de David dans cette présentation et donc vous présenter le focus qu'on avait prévu donc sur cette étude un peu des propriétés des nanoparticules d'or et effectivement aborder cette question de stabilité colloïdale dans ce type de synthèse. Donc, avant de vous parler, de présenter un peu le vif du sujet, je voudrais juste présenter l'ensemble des partenaires qui travaillent sur cette question. Donc, moi-même et l'équipe dans laquelle je travaille, je sais pas si on a ma souris, j'ai perdu la souris. Pardon. Donc moi-même et l'équipe dans laquelle je travaille à l'Institut des nanosciences de Paris. Donc on travaille avec David depuis plusieurs années maintenant sur ces questions. Une grande partie des expériences que l'on réalise se déroulent sur une installation synchrotrons et en particulier le synchrotron de Soleil. Donc voici l'équipe de la ligne Pléiade. Et on a 3 différents partenaires en Finlande, à Bordeaux et en Allemagne qui sont experts en fait du rayonnement synchrotron et des techniques d'analyse qu'on utilise. Donc, comme David vous l'avait présenté, cette technique de synthèse a beaucoup d'avantages. Elle est très versatile. On peut produire des nanoparticules de tout matériau. Mais ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est effectivement cette question de stabilité colloïdale, alors qu'on n'a pas besoin d'utiliser pour cette synthèse aucun ligand. Et malgré ça, ces solutions sont stables pour de longues durées. Et on se pose la question effectivement du rôle des sels halogénés que l'on inclut lors de la synthèse dans cette stabilité, ou alors le rôle du pH aussi. Et on a exploré aussi ensuite le potentiel de ce type de nanoparticules pour des choses plus applicatives. Donc on va se poser 2 types de questions. Donc la première question, c'est de savoir pourquoi ces nanoparticules qui sont produites dans des solvants purs, purs de tout ligand organique, sont stables. Et en fait, dans le cas de synthèse chimique, on sait que les nanoparticules sont stabilisées par la présence des ligands par effet électrostatique ou stérique. Mais dans le cas des nanoparticules produites par laser, on sait qu'elles sont chargées négativement, donc il y a une répulsion électrostatique. Et la question est de savoir d'où vient la charge. Alors, cette question reste un débat ouvert dans la communauté. Il y a plusieurs hypothèses qui sont évaluées. Et nous, ce qu'on essaye, c'est de discriminer toutes ces hypothèses. Donc, une des hypothèses serait que durant la phase plasma, il y a des électrons qui seraient piégés au sein de la nanoparticule, créant cette charge négative et donc amenant à cette répulsion électrostatique. L'autre hypothèse qu'on essaie d'évaluer, c'est qu'une partie, que la surface des nanoparticules est partiellement oxydée et que certains de ces groupes AuOH peuvent être déprotonisés et donc conduit à cette charge négative qui est accrue lorsque l'on va travailler, et c'est effectivement ce qui est observé, pour des pH alcalins. Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'on utilise des solvants halogénés, donc contenant par exemple du NaBr ou du NaCl? Eh bien, l'hypothèse serait que
les anions halogénures vont s'absorber en surface et participer à cette charge et à cette répulsion électrostatique. Et il y aurait éventuellement un effet synergique entre l'oxydation, le pH et cette absorption des sels halogéniques. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de sonder, de caractériser la chimie de surface de ces nanoparticules de la manière la plus propre possible, propre dans le sens où proche de ce qui se passe dans le milieu liquide. La deuxième question qu'on se pose, Le son est coupé. ouais. Mince, désolée. Donc la deuxième question qu'on va se poser, c'est de savoir si ces nanoparticules, en particulier produites par laser, donc libres de tout surfactant, peut avoir un potentiel dans certaines applications, comme des applications qui les utilisent comme matériaux photosensibles. Donc là, ce qu'on essaie d'exploiter, en fait, c'est que effectivement, ces nanoparticules la surface de ces nanoparticules est complètement libre, et on peut donc penser que lorsqu'on les place en interface avec un autre matériau, on optimise la qualité de cette interface. Et par ailleurs, on peut espérer aussi ajuster leurs propriétés électroniques, et en particulier, je fais référence à leur travail de sortie, puisque lorsqu'on a absorbé un ion halogénure, par exemple, en surface d'un métal, on va créer un dipôle électrostatique qui aura un effet non négligeable sur le travail de sortie de ces nanoparticules. Donc l'idée, en fait, c'est d'arriver à produire des nanoparticules aux propriétés plasmoniques intactes, mais au travail de sortie, aux propriétés électroniques ajustables. Donc, comment on s'y prend? Donc, ces nanoparticules, comme je vous l'ai dit, on va essayer de les sonder dans des conditions les plus propres possibles et les plus proches de ce qui se passe en milieu liquide. Donc, généralement, les études pour caractériser la composition chimique de surface sont réalisées en déposant ces nanoparticules dans un premier temps sur un substrat et en laissant sécher cette goutte analysée post-mortem. Le problème, c'est qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une interaction entre le substrat et la surface de ces nanoparticules qui peut conduire à une modification de la chimie de surface ou de l'état d'oxydation. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de sonder ces nanoparticules libres du substrat, donc sur un faisceau de nanoparticules ici, produit par ce qu'on appelle une lentille aérodynamique qui est présente sur la ligne Pléiade, donc du synchrotron Soleil où on a réalisé ces expériences. Et une lentille aérodynamique, c'est rien d'autre qu'une succession de différents orifices coaxiaux à travers lesquels les nanoparticules sont guidées grâce à un gaz porteur. Et donc focalisé au centre-chambre pour atteindre une densité de nanoparticules suffisante pour avoir un rapport signal sur bruit sur le signal détecté raisonnable. Donc les mesures que je vous présenterai concernent des échantillons produits soit dans une solution d'eau pure mais alcaline, soit dans des solutions contenant des sels halogénés de NaBr au NaCl à différentes concentrations de sels. Alors, on caractérise la chimie de surface de nos nanoparticules en réalisant des mesures de photoémission d'électrons, où on recueille donc les photoélectrons éjectés par l'interaction entre un photon X et la nanoparticule. Alors, quelles informations on peut tirer de ce type de mesure? D'une part, c'est une mesure qui nous permet de remonter à la composition chimique de surface et à l'état d'oxydation, puisque on peut sonder par exemple les niveaux de l'or, du brome indépendamment ou des contre-cations. Et en comparant le ratio de signal entre différents éléments, on peut remonter, si on fait les choses précisément, à la quantité de brome, par exemple, ou d'un certain matériau sur l'échantillon sondé. Cette technique est particulièrement sensible à la surface.
Et quand je dis particulièrement, c'est de l'ordre de la monocouche. C'est lié en fait au libre parcours moyen inélastique de l'électron que l'on détecte. Donc on peut en fait, grâce à ce type de mesure, optimiser la sensibilité de surface et sonder proprement ce qui se passe vraiment uniquement en surface. On peut aussi, en augmentant l'énergie du photon utilisé, aller sonder ce qui se passe un peu en profondeur, donc les premières nanocouches, et accéder un peu à un profil de composition chimique à l'intérieur de la nanoparticule. Et enfin, on peut aussi accéder à des mesures de travaux de sortie, en particulier plus facilement lorsqu'on les étudie de manière libre, comme ça, en étudiant, en enregistrant la bande de valence de la nanoparticule, puisque l'offset en fait, de cette bande de valence va nous faire remonter directement au travail de sortie de notre échantillon. Donc en conclusion, on peut ici remonter à détecter le brome et à savoir si effectivement il y a du brome en surface qui pourrait participer à la stabilité colloïdale. On peut étudier l'état d'oxydation de la nanoparticule et évaluer le rôle du contre-cation. On est très sensible à la surface au sens de la monocouche et on peut évaluer donc les propriétés électroniques de ces nanoparticules. Donc, à partir de là, on s'est posé plusieurs questions. D'abord, est-ce qu'il est vraiment utile pour ce type d'échantillon d'aller les étudier sur des faisceaux de nanoparticules plutôt que de les déposer sur un substrat et de les analyser par photoémission de l'électron de la même façon, mais en craignant d'avoir modifié l'état d'oxydation, par exemple, lors du dépôt sur le substrat. Donc pour ça, on a été regarder les niveaux 4F de l'or de nos échantillons, sur lesquels s'il y a effectivement une oxydation partielle de la surface, on doit détecter 2 doublets des niveaux 4F décalés spectralement. Donc voilà un spectre que l'on a enregistré, analysé avec un seul doublet ou avec 2 doublets. Alors le second doublet est à peine visible puisqu'il est en très petite quantité, donc si on le zoome ici, on le voit mieux. Et la méthode d'analyse qu'on utilise, qui est basée sur la statistique bayésienne, nous permet en fait d'évaluer quantitativement la probabilité d'un modèle par rapport à un autre. Donc, en l'occurrence, sur cette question-là, est-ce qu'il y a de l'oxyde en surface de nos nanoparticules lorsqu'on les étudie de manière libre sur notre faisceau? On ne peut pas vraiment répondre à la question. Peut-être il y a de l'oxyde en surface, en petite quantité, et ça correspond à de l'or 3+, étant donné le décalage spectral relatif entre le pic non oxydé et le pic oxydé. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a fait la même expérience sur les mêmes échantillons, mais déposés sur un substrat, le résultat est très différent puisqu'il y a de l'oxyde, très certainement, en quantité plus importante et surtout qui correspond à de l'or 1+. Donc, la méthode de dépôt et le protocole d'expérience importent énormément pour ce type d'échantillon, et on peut intuiter qu'il est vraiment utile et intéressant d'aller étudier ces nanoparticules libres de tout substrat. Donc, dans ces conditions, on est allé regarder le rôle des halogènes dans la stabilité colloïdale. Donc pour ça, on a été regarder donc, des nanoparticules produites dans des solutions salines contenant du NaBr, et on a été regarder les niveaux du brome. Alors, avant d'aller présenter les résultats, il faut que je mentionne que lorsqu'on utilise une anti-aérodynamique de ce type-là, on a non seulement nos nanoparticules qui vont voyager au centre-chambre et au point d'interaction, mais on a aussi des nanocristaux de sel qui sont formés dans la lentille aérodynamique. Donc, du coup, on peut s'attendre, s'il y a du brome en surface des nanoparticules, on peut s'attendre à 2 signaux décalés spectralement dus à un environnement chimique différent, venant du brome des nanocristaux de sel et du brome des nanoparticules. Et c'est effectivement ce qu'on observe, puisque il y a effectivement des nanocristaux de sel, puisque lorsqu'on enregistre le brome 3D venant uniquement d'une solution d'eau contenant uniquement des sels, on a effectivement un signal de brome très clair issu de la phase solide, des nanocristaux de sel. Mais lorsque l'on fait la même expérience, la même mesure sur nos échantillons colloïdaux de nanoparticules d'or, donc avec des nanoparticules et des nanocristaux de sel, on a ce spectre vert ici qui est très différent puisqu'il est plus large et on n'observe plus le spin orbite.
Alors, on peut intuiter ici qu'il y a dans ce spectre deux composantes, une qui vient des nanocristaux de sel et une qui vient des nanoparticules. Et effectivement, lorsque l'on analyse ce spectre avec une ou deux composantes, notre modèle nous dit qu'il y a effectivement deux composantes dans ce spectre, décalées spectralement. Et il y a donc une de ces composantes qui vient des nanoparticules, de la surface des nanoparticules. Il y a donc bien des sels en surface, des halogènes, des ions halogénés en surface de nos nanoparticules qui pourraient participer à la stabilité colloïdale. Et c'est confirmé dans nos mesures de bande de valence, où on observe ces niveaux ici, qui apparaissent lorsque l'on utilise des solutions salines et en accord avec ce qui est publié dans la littérature dans le cas de surface. Alors maintenant, on peut se demander, puisque les sels jouent un rôle, est-ce que plus on met de sel et plus on est stable, et est-ce que plus on met de sel, plus il y en a effectivement en surface des nanoparticules? Donc, on a étudié des échantillons à différentes concentrations salines, comme deux spectres ici typiques, et on a essayé d'évaluer quelle est la quantité de sel vraiment de manière quantitative en surface des nanoparticules, et est-ce qu'elle évolue en fonction de la concentration saline dans la solution. Donc, pour faire ce type d'analyse et vraiment remonter à une valeur quantitative, on doit faire les choses proprement. D'une part parce que dans ce brome 3D, je vous ai dit, il y a deux composantes, donc il faut extraire uniquement la composante des nanoparticules, mais aussi parce que lorsque l'on utilise des échantillons sphériques et pas des surfaces planes, de par la géométrie, on va avoir une sensibilité bien plus accrue des niveaux des matériaux de surface par rapport aux matériaux de l'intérieur du système. Et donc, pour remonter à quelque chose de quantitatif, il nous faut comparer en fait nos mesures de ratio de brome et d'or à des spectres calculés. Donc, ces calculs, on les réalise avec un code de simulation CESA développé par le NIST qui permet de modéliser notre nanoparticule comme quelque chose un modèle cœur-coquille où on a un cœur d'or, une coquille de brome d'une épaisseur variable. On modélise le spectre et on en déduit le ratio or-brome, du signal or-brome, en fonction de l'épaisseur de brome en surface des nanoparticules. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Donc ça, ces calculs correspondent à la courbe ici en pointillé, qui nous donne donc le ratio calculé hors brome en fonction de l'épaisseur de brome qu'on a mis autour de la nanoparticule. Et donc c'est une espèce de courbe de calibration qui nous permet à partir de là, en plaçant nos points expérimentaux, donc là il s'agit de différents échantillons à différentes concentrations de sel de NABR ou de KBR. Et donc, si on place ces points expérimentaux sur notre courbe ici de calibration, on peut en déduire la quantité de sel, l'épaisseur équivalente de sel sur la surface de notre nanoparticule. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que maintenant, si on reporte cette quantité de sel en fonction de la concentration saline dans la solution, on a une vraie corrélation. Donc, plus on met de sel, plus on a de brome en surface des nanoparticules. Donc oui, on sait contrôler la quantité de sel en surface des nanoparticules. Plus on en met, plus elles sont stables a priori et plus il y en a en surface. Et on peut se demander, je vous avais parlé d'un effet synergétique entre l'oxydation et la présence de sel. On peut essayer de regarder un petit peu cette question dans ces échantillons-là qu'on a analysés, puisqu'ici on observe un peu déjà qualitativement que plus il y a de brome, et on a l'impression plus la composante oxydée de l'or ici, qui est ici, apparaît de manière plus importante. Et effectivement, si on regarde l'ensemble des échantillons qu'on a analysés, on a une corrélation vraiment directe, très claire, entre la quantité de signal d'or oxydé et la quantité de brome. Donc oui, a priori, c'est quelque chose qu'on doit interpréter de manière plus précise, mais il y a effectivement pour sûr une corrélation entre l'état d'oxydation de l'or en surface et la présence de brome sur les surfaces de nos nanoparticules. Donc, ce qui m'amène à la dernière partie de mon exposé, qui consiste un peu à évaluer, donc je vous avais dit, le potentiel de ce type de nanoparticules pour des applications où elles sont utilisées comme matériaux photosensibles. Donc là, je démarre avec cette figure peut-être un peu abrupte, mais où on représente en fait ce qui se passe à l'interface lorsqu'on met en contact un métal avec un semi-conducteur. On a une courbure des bandes à l'intérieur des semi-conducteurs et la création d'une barrière de potentiel ici, qui s'appelle la barrière de Schottky.
Donc, ce type d'interface de schéma peut s'observer, que ce soit une surface métallique ou une nanoparticule métallique. Et qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est que lorsque l'on utilise des nanoparticules et que l'on les illumine à leur résonance plasmonique, on excite donc cette résonance qui, lorsqu'elle se désexcite, va amener un électron à des énergies suffisamment élevées pour être capable de passer la barrière de potentiel et être injecté dans le semi-conducteur. Donc, de cette façon, ces matériaux peuvent participer à des effets du type photovoltaïque. Et en quoi les nanoparticules produites par un laser pourraient être intéressantes ici? Eh bien, d'une part, leur surface est pure. Donc, on peut s'attendre à mieux contrôler l'interface ici, qui va faire varier la qualité de cette hauteur de cette barrière de potentiel. Et on peut intuiter ici que si on varie la hauteur de cette barrière de potentiel, on va injecter de mieux ou moins bien les électrons dans la bande de conduction du semi-conducteur. Donc on peut, en variant la hauteur de la barrière de potentiel, optimiser l'injection des électrons. Et varier la hauteur de cette barrière de potentiel peut être fait en variant le travail de sortie, en ajustant le travail de sortie des nanoparticules. Alors, est-ce qu'on est capable effectivement d'ajuster le travail de sortie des nanoparticules que l'on produit par ablation laser? Alors, ici, j'ai reporté les différentes mesures que l'on a obtenues sur des échantillons d'eau, de nanoparticules produites dans de l'eau contenant du brome, du chlore ou juste de l'eau pure mais alcaline. Donc, il s'agit du niveau 4F sur cette même mesure réalisée à soleil. Et on observe un décalage spectral relatif entre ces différents niveaux, entre ces différents échantillons. Et ce décalage spectral, puisque toutes ces mesures sont référencées par rapport au niveau du vide, peut être interprété comme une variation du travail de sortie. Donc, ceci voudrait dire que, suivant les halogénures que l'on utilise, on peut modifier le travail de sortie et en particulier ici l'augmenter dans cette configuration-là lorsque l'on utilise des sels du NABR ou du NSL. C'est confirmé par certains calculs qui prédisent, suivant le type de matériau ou suivant les halogènes utilisés, une augmentation du travail de sortie. Donc, a priori, on devrait pouvoir être capable d'augmenter le travail de sortie des nanoparticules. Est-ce qu'on est capable aussi de faire diminuer ce travail de sortie, donc d'ajuster le travail de sortie dans les deux sens? La réponse est partielle pour le moment, mais a priori, on devrait être capable de le faire. On a fait des mesures de travaux de sortie sur des surfaces d'or cristalline, donc ce n'est pas des nanoparticules, mais sur lesquelles on a déposé du NABR et on a mesuré la variation du travail de sortie en fonction de l'épaisseur de cette couche de NABR, et on observe effectivement une diminution du travail de sortie. Alors, quelle est la différence dans ces deux cas? Pourquoi dans un cas on augmente et dans le cas on diminue le travail de sortie? Eh bien, a priori, la première interprétation qu'on a, c'est que dans le cas des nanoparticules, je ne l'ai pas mentionné, mais le contre-cation, au moment où on mesure le travail de sortie, le contre-cation n'est plus présent. Et donc, on a juste du brome en surface des nanoparticules. Alors que dans cette expérience ici, on dépose vraiment du NABR sur les nanoparticules. Et c'est effectivement ce à quoi on s'attend on s'attend effectivement dans un cas à augmenter le travail de sortie et diminuer le travail de sortie dans l'autre cas. Donc voilà, donc pour conclure très rapidement sur ce que je viens de vous présenter, on sait produire des nanoparticules dans des solvants purs. On peut contrôler leur distribution en taille et la stabilité colloïdale en utilisant des sels halogénés. On devrait être capable de modifier et de contrôler leurs propriétés électroniques de cette manière-là, et elles pourraient donc être des candidats intéressants pour des applications technologiques telles que le photovoltaïque. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.